Lorsqu'un enfant y médite, il grandit en savoir-être. Il grandit dans les qualités de relation avec les autres. Et donc je pense, et on le voit dans une classe, je vais vous donner un exemple, on a fait des expériences dans des cités très difficiles, notamment à Trappes, c'est dans la banlieue parisienne, où c'était des zones d'immigration extrêmement importantes. Beaucoup de terroristes sont venus de cette zone-là. On a fait des ateliers de méditation et de philosophie pendant 1 an, et les classes ont complètement changé. Les enseignants nous ont dit que ce ne sont plus les mêmes enfants. Ils sont beaucoup plus attentifs, ils sont plus présents, ils ont une qualité d'écoute à l'autre, notamment. Ils sont beaucoup plus attentifs aux autres, alors qu'ils étaient là, dès qu'un l'un pensait différemment de l'autre, ils s'engueulaient. Et là, ils apprennent à s'écouter. Et puis, ils apprennent à réfléchir. Et du coup, on développe un sens critique qui est la meilleure arme contre tous les fanatismes. Et non seulement contre les fanatismes religieux, mais aussi contre le matérialisme consumériste. Puisque la publicité, c'est quand même une des sources de désinformation la plus grande qui existe au monde, dans lequel on vous fait croire que le bonheur, c'est uniquement lié au bien matériel, c'est lié à la reconnaissance sociale, alors que le bonheur, évidemment, c'est lié à ça, mais c'est lié surtout et avant tout à la qualité d'être. Et donc, le fait de réfléchir à tout ça permet aux enfants, finalement, de grandir en humanité et d'être ensuite des citoyens beaucoup plus responsables. Et je pense que le monde va changer grâce à ça, grâce à l'éducation, grâce au fait que les enfants seront intelligents, seront capables de discerner par eux-mêmes. Ils n'éliront pas des Trump, parce qu'ils auront réfléchi. Et que toutes les fake news que Trump a balancées sur son Twitter pendant toute la campagne électorale, si les enfants sont capables de discerner, ça deviendra des adultes responsables qui ne se feront plus embringuer dans n'importe quelle manipulation. C'est d'ailleurs ce que disait Spinoza. Spinoza, qui a développé la philosophie de manière rationnelle, de manière extraordinaire, nous disait c'est la meilleure arme pour la démocratie. Alors que Spinoza était le pionnier des démocraties. 1 siècle avant les Lumières, Spinoza était le premier philosophe à nous parler de démocratie, à nous dire le meilleur système politique, c'est un système démocratique dans lequel on sépare la politique de la religion et on garantit la liberté de conscience et d'expression. Il a tout défini. Mais il rajoute, nos démocraties ne fonctionneront que si les individus, si les citoyens qui votent sont lucides et responsables. Parce que s'ils ne sont pas lucides et responsables, ils vont voter avec leurs émotions. Et ils seront capables d'élire des dictateurs et des démagogues. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hitler? Hitler a été élu démocratiquement. Il faut se le rappeler. Ce n'est pas un dictateur, il a été élu démocratiquement à cause du ressentiment, passion triste, du peuple allemand après le traité de Versailles. Trump a été élu démocratiquement à cause de la peur et de la colère d'un certain nombre d'Américains moyens qui n'ont pas les outils de réflexion qui leur permettaient de décrypter le discours démagogue qui leur tendait. Et donc, il est essentiel pour nos démocraties d'être des citoyens éclairés. Et l'éclairage, la philosophie nous aide à éclairer notre intelligence. Alors, je vous parlais de la vie, de la sagesse, et je vous disais, la sagesse, ça conduit à une vie heureuse. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel bonheur. Il s'agit d'un bonheur dont je vous disais qu'il est essentiellement à l'intérieur de soi, dans le regard qu'on porte sur le monde, plus que dans les événements extérieurs, mais il s'agit aussi d'un bonheur qui est relié aux autres. La sagesse n'est pas égoïste. La sagesse, c'est la quête d'un bonheur profond qu'on a envie de transmettre aux autres. Ce qui fait que le sage, c'est quelqu'un qui travaille sur lui-même, pour se changer lui-même, pour s'améliorer lui-même, en vue d'améliorer la société. Il n'est pas là pour se couper de la société et en se fichant complètement de ce qui arrive. Ce qui arrive parfois, moi j'ai rencontré un jour un ermite, j'aime beaucoup la montagne, donc je faisais une randonnée, et puis je vois un ermitage, je suis un peu curieux, je voyais qu'il y avait un gars avec une tenue religieuse, puis il me dit, voilà, je suis un ermite. Et ça fait 20 ans qu'il était là. Je lui dis, pourquoi vous êtes isolé? Il me répond, pour avoir la paix. J'ai pas trouvé ça formidable comme réponse. Et le sage, c'est pas celui qui s'isole pour avoir la paix, c'est celui qui fait un travail sur lui-même pour apporter la paix au monde. Et donc, il vit au cœur du monde. Ou s'il s'isole, il prie intensément pour le monde. Parce qu'il y a des moines qui prient pour le monde. Et qui ne sont pas là juste pour être tranquilles. Et donc, effectivement, la sagesse nous engage. Plus
on travaille sur soi, plus on a envie que le monde s'améliore. Et ce qui fait que Socrate définit la sagesse, non pas simplement comme la vie heureuse, parce qu'on peut être heureux et égoïste. On peut être heureux et ne pas partager. On peut être heureux parce qu'on est tranquille, parce qu'on s'est créé une bulle où on est à l'abri de tous les soucis du monde. Et Socrate nous dit, la sagesse, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas la vie heureuse, c'est la vie bonne. C'est-à-dire, c'est vivre selon le bien. Et donc, il introduit dans la sagesse une valeur, qui est le bien. Et on pourrait dire la bonté, on pourrait dire l'amour, on pourrait dire l'altruisme. Il y a plein de mots qu'on peut rajouter au bien, qui définissent le bien, c'est-à-dire le souci d'autrui. Et donc je dirais que ce qui est important dans la vie, c'est à la fois d'arriver à être heureux soi-même, et que ce bonheur soit contagieux, et qu'on utilise cette sérénité, cette paix, cette joie qu'on a pour aider les autres, pour faire du bien aux autres, pour que la société dans laquelle on vive aille mieux. Et donc c'est la différence entre le bonheur et la vie bonne. La vie bonne, nous dit Socrate, c'est le bonheur et la justice. Alors ce qui est très intéressant, je vous parlais des ateliers philo, c'est que des enfants de 9 ans peuvent parfaitement le comprendre. J'ai fait un atelier philo avec des enfants de 9 ans, justement, à Paris, juste après les attentats du Bataclan. Et je leur pose la question, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Ah, c'est une bonne question, ça. Hein. Si je vous la pose, qu'est-ce que vous allez répondre ? C'est quoi réussir sa vie ? Et plusieurs enfants... Alors d'ailleurs, première réponse, un enfant me dit, on a réussi sa vie quand on meurt sans regret. Déjà, je me dis pas mal. Et puis après, plusieurs enfants disent, au fond, on réussit sa vie quand on est heureux. Si on est heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on pense spontanément. Puisque quand on aime ses enfants, on leur dit « j'espère que tu seras heureux ». On espère que nos enfants sont heureux. Et pour nous, être heureux, c'est réussir sa vie. Et il y a un enfant qui dit « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites ». Donc il s'adresse aux autres enfants et dit « le bonheur n'est pas le signe d'une vie réussie ». Alors je lui demande pourquoi. Il me dit « regardez les terroristes, c'était 15 jours avant. Ils ont tué des gens et ils étaient heureux. Eh bien je ne peux pas dire qu'ils ont réussi leur vie. » Alors je lui dis pourquoi ? Il me dit parce que si réussir sa vie, c'est faire son bonheur sur le malheur des autres, je pense qu'on a raté sa vie. Pour moi, réussir sa vie, c'est peut-être être heureux, mais en faisant du bien aux autres, ou en respectant les autres. Et à ce moment-là, tous les enfants ont réagi en disant tu as raison, il faut être gentil, il faut aimer les autres, il faut s'occuper d'eux. Si on a beaucoup d'argent, il faut partager. Et donc, ils étaient dans une conception qui était celle de la sagesse antique, très profondément. Et à ce moment-là, je dis à ce petit garçon, tu sais ce que tu dis là, ce que tu viens de dire, il y a un philosophe qui s'appelle Socrate, qui a dit la même chose que toi il y a 2500 ans. Et il me dit, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi.